On le joint à Washington, où il est basé. Stanley, bon après-midi à vous. Bonsoir Pierre-Michel et bonsoir aux auditeurs et bonsoir Montréal. Très content de vous accueillir sur le plateau comme toujours pour parler d'actualité en général. On va commencer cette fois-ci par l'actualité aux États-Unis. Les choses sont en train de tourner au vinaigre pour les républicains. On a l'impression qu'il y a une sorte de guerre civile dans ce parti d'Abraham Lincoln qui doit probablement se retourner dans sa tombe. Mais c'est pas la première fois que ça se passe aux États-Unis. En 1968, il y a eu aussi les mêmes problèmes au sein du parti démocrate. C'était à l'époque de la guerre du Vietnam. Bref, quelle est votre compréhension, quelle lecture vous faites des dernières allégations contre Donald Trump? On ne parle pas de ces enregistrements, mais de ces femmes qui sont venues à dire 30 ans, 12 ans, 15 ans après qu'il les avait agressées, etc. Est-ce qu'il faut comprendre que ça pourrait être une réplique du camp Clinton face aux accusations des 4 femmes qui sont allées en conférence de presse avant le deuxième débat avec Donald Trump pour dire que Bill Clinton les avait pratiquement violées, etc., agressées? Bon, lorsqu'on regarde la dynamique électorale des États-Unis, il y a un ensemble de facteurs qu'il faut considérer pour comprendre la situation actuelle. En général, lors de l'organisation des élections primaires à l'intérieur de chaque parti, à la fin des élections primaires, le candidat élu par le parti va essayer de consolider les différentes franges de leur parti. Donc, pour gagner les élections, un candidat républicain doit pouvoir consolider au moins 88 à 92% des conservateurs affiliés au Parti républicain. Au sein du Parti républicain, il y a 3 grandes tendances allant des républicains de tendance libérale comme McCain jusqu'aux néoconservateurs comme l'ancien ministre de la Défense des États-Unis sur l'administration Bush. Donc, il faut l'unification. Malheureusement, à la fin de la convention du Parti républicain, Donald Trump n'a pas réussi à unir son parti avec les dissidences qu'il y a, notamment avec le speaker de la Chambre des représentants, le député Paul Ryan, et avec les problèmes aussi qu'il a causés avec John McCain, qui est un ancien vétéran de la guerre du Vietnam, qu'il avait un peu insulté. Le problème de Donald Trump ne s'arrête pas là. En général, pour gagner les élections aux États-Unis, il faut monter une coalition gagnante. La coalition, en général, comprend un ensemble de secteurs, etc. Et non seulement Donald Trump a un problème avec l'establishment du Parti républicain qui ne le supporte pas, mais il y a des secteurs de la population, notamment les migrants à travers le monde devenus américains et le secteur femmes, et particulièrement les femmes ayant une éducation universitaire. Jusqu'à présent, à cause de son populisme et aussi des déclarations qui ont été publiées dans la presse américaine par rapport à des commentaires qu'il faisait sur les femmes, ça lui a coûté très cher. Donc, Donald Trump se trouve dans une situation très difficile, mais il ne faut pas oublier ici aux États-Unis, nous sommes au mois d'octobre, et dans la politique américaine, particulièrement la politique électorale des États-Unis, il y a ce qu'on appelle les surprises du mois d'octobre. Il y a celui de Trump qui a été leaké par NBC, et il y a des emails de Wikileaks sur Madame Clinton qui sortent chaque jour. Est-ce qu'il va y avoir des emails plus graves sur Madame Clinton? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos de Donald Trump avec des déclarations plus accablantes que celles que nous avons observées? C'est pourquoi le mois d'octobre en général aux États-Unis, surtout quand il y a campagne électorale, est un mois très intéressant. OK. Est-ce que les dés, on parle politique là, est-ce que les dés sont pipés pour Donald Trump?
Bon, jusqu'à présent, le vent est en poupe avec Mme Clinton, qui, au niveau des sondages, au niveau national, elle est en avant de 7 points, bien entendu. Donc, c'est pourquoi Donald Trump essaie de multiplier ses sorties. Il organise à peu près 4 à 5 sorties par jour. Et il essaie de voir comment récupérer le coup de massue qu'il a reçu dans les déclarations récentes publiées à la télévision. Est-ce qu'il peut réussir? On ne sait pas. Mais pour le moment, il est dans une situation très difficile. Mais comme on dit en général ici, avec Donald Trump, on ne sait jamais. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais une chose qui est certaine, c'est que Mme Clinton est dans une position très confortable pour être le prochain président des États-Unis, la première femme, si elle réussit le pari. OK. Maintenant, est-ce que le regard qu'on a de ce qui se passe aux États-Unis, en tout cas vu d'ici, c'est que, Stanley, l'establishment n'accepte pas le fait qu'il ne puisse contrôler Donald Trump. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce qu'on lit bien? Bon, il y a une tradition que Trump a bousillée au sein du Parti républicain. Lorsque l'establishment donne sa bénédiction en général, le candidat qui reçoit la bénédiction de l'establishment devient le candidat à la présidence du Parti républicain. Cette année, Donald Trump a bousillé toutes ces données et il a pratiquement battu lors des élections primaires près de 16 candidats à la présidence qui étaient en face de lui au sein du Parti républicain. Donc, en ce sens, il a fait l'histoire. Un homme qui n'a jamais été vraiment dans la politique, qui pratiquement est un homme d'affaires, sa fortune est évaluée à 10 milliards, eh bien, pratiquement, il a pris le Parti républicain, il est le nouveau chef du Parti républicain en gagnant les élections primaires. Donc, c'est une première dans l'histoire du Parti républicain et je crois que avec la victoire des élections primaires par Donald Trump au sein du Parti républicain, il a modifié, si vous voulez, la culture de ce parti et les implications pour le futur du Parti républicain, on les saura probablement en février lorsqu'il y aura des réflexions internes au sein de ce parti pour voir quel a été l'impact de la victoire de Donald Trump lors des élections primaires ici. OK. Dans cette actualité, donc, aux États-Unis, le Parti républicain, de votre point de vue, est obligé de faire cet examen de conscience face à ce qui lui est arrivé avec Donald Trump, c'est ça? Bon, en général, ici aux États-Unis, après les élections de novembre et la prestation du président des États-Unis le 20 janvier et après l'état de la nation qui est fait, au cours du mois de février, les deux partis américains, notamment le Parti démocrate et le Parti républicain, il y a un ensemble de think tanks, de centres de réflexion ici aux États-Unis et en même temps à l'intérieur des partis qui font des réflexions pour déterminer, si vous voulez, l'impact que la trajectoire électorale des élections primaires a laissé et quelles seront les retombées de ces impacts-là pour chaque parti pour les 4 ou 5 prochaines années. Donc, ces réflexions sont toujours importantes. C'est des réflexions à l'intérieur des partis et en même temps qui se font dans des centres académiques et des centres de réflexion stratégique. Ouais. Dans cette actualité également, Stanley, il y a eu Matthew, le cyclone, l'ouragan sur Haïti, qui a laissé 33% des hôpitaux complètement à terre, qui a laissé une couverture forestière qui n'était pas selon les normes et qui a perdu beaucoup de poils de la bête, des routes défoncées, des ponts ont été arrachés et puis les maisons à Jérémie, dans le Grand Sud, en général, les gens sont pratiquement aux abois. L'aide commence à arriver. Comment vous analysez la réponse du gouvernement provisoire de Jocelyn Privert à cette catastrophe
dû au passage de l'ouragan? L'ouragan Mathieu a affecté 2,4 millions de personnes en Haïti. Il y a à peu près 2,1 millions de personnes en Haïti. Il y a à peu près 1,4 million qui ont besoin d'aide urgente. Donc, il faut une stratégie à court terme pour répondre aux besoins immédiats des 1,4 millions de personnes affectées dans 6 départements géographiques. Et dans un deuxième temps, voir à moyen et à long terme qu'est-ce qui peut être négocié avec les institutions financières multilatérales telles que la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, au niveau bilatéral avec les partenaires américains, canadiens, européens, voir comment mettre un plan Marshall pour la reconstruction et la relance économique. Comme vous le savez, depuis le 12 janvier 2010, la reconstruction d'Haïti, après le tremblement de terre tragique, n'a jamais été une réalité. Les 13 milliards de dollars collectés pour Haïti n'ont pas vraiment atterri en Haïti. C'est seulement 10% de ces fonds qui sont arrivés sur le terrain. Donc, lorsqu'on prend l'impact du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et qu'il n'y a jamais eu de reconstruction réelle et venir ajouter l'impact de l'ouragan Mathieu, un ouragan de catégorie 4 qui a détruit 90% des maisons dans le département de la Grand'Anse, 80% des maisons dans le département du Sud, 70% dans le département des Nippes. Quand on considère aussi que la totalité de la production agricole de 4 départements géographiques ont été détruites, l'impact sur l'environnement, etc., les dégâts s'évaluent à 2 à 3 milliards de dollars américains. Donc, dans ce contexte-là, il y a eu une réaction rapide du Canada qui a mis à la disposition d'Haïti 3 millions de dollars américains et que Haïti apprécie, mais c'est loin, c'est très loin ce qu'on a besoin pour la relance de notre pays et répondre aux besoins de nos citoyens. Les États-Unis ont débloqué à peu près 12 millions pour la Caraïbe, l'ensemble des pays frappés par la région, notamment Haïti, Cuba, les Bahamas, etc. Donc, en ce qui a trait à la gestion du gouvernement privé, comme vous le savez, c'est un gouvernement de facto. En général, quand un gouvernement n'a pas reçu de mandat de la population et a une carence de compétences et de capacités, c'est sûr qu'il faut s'attendre à une gestion médiocre des services à apporter aux populations victimes. Donc, il y a une difficulté pour l'administration privée à travers le ministère de l'Intérieur qui est responsable de la gestion des risques et des désastres naturels. Il y a une difficulté pour eux de pondre et de présenter un plan d'urgence leur permettant de répondre aux besoins de la population et en même temps avec d'autres ministères, notamment le ministère de la coopération externe et des affaires étrangères, de coordonner l'assistance externe. Bien entendu, comme tu dois déjà le savoir, en général, les fonds sortant des États-Unis et du Canada ne vont jamais directement au gouvernement haïtien. La plupart, près de 90 à 95% de ces fonds vont toujours à des ONG canadiennes qui ne travaillent pas nécessairement en fonction des priorités nationales. Stanley, on a vu, c'est dans l'actualité, l'arrivée des Dominicains dans tout ça. Comment faut-il analyser, à votre avis, cette aide que beaucoup de gens pensent que les Haïtiens auraient dû refuser, en tout cas le gouvernement aurait dû refuser de la part de la Dominicanie, vu les contentieux qu'il y a entre les deux pays? Bon, on sait qu'au sein du gouvernement, la coalition du gouvernement de facto est formée d'un ensemble de personnalités politiques haïtiennes proches des Dominicains, notamment Jocelyn Brivert, le président des RATO, son directeur de cabinet Jean-Max Bellerive, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, qui est un ancien employé de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine et qui est devenu ministre des Affaires étrangères grâce à la femme de Brivert. Donc, ce trio est un trio pro-dominicain. La seconde chose, c'est que dans la coalition au pouvoir, il y a le groupe de Bourdon. C'est un cartel économique qui vit de l'importation.
Ils importent à peu près 4 milliards 500 millions de dollars américains de produits étrangers. De ces 4 milliards 500 millions, 2 milliards viennent de la République dominicaine. Ils font à peu près 30% de bénéfices sur les 2 milliards importés de la République dominicaine, qui représentent à peu près 700 millions de dollars américains par an. Ces gens devraient payer à l'État haïtien au minimum 300 à 250 millions de dollars américains par année de taxes pour leurs importations en République dominicaine. Ils ne paient que 40. Donc, ces messieurs, le groupe de Bourdon, Belle-Rive, Privert et Delienne, ils représentent en Haïti les intérêts dominicains. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont signé l'accord dans le cadre de l'aide humanitaire avec la République dominicaine, ça a causé un tohu-bohu national et je crois que 95% du pays s'est révolté. La plupart des Haïtiens sont révoltés contre l'accord signé et c'est pourquoi les Dominicains ont dû faire marche arrière. C'est sûr que l'aide dominicaine va arriver, mais la présence des militaires dominicains, comme vous le savez, pour des raisons historiques et depuis le passage de la résolution 168.13 et révoquant la nationalité des Dominicains d'origine haïtienne et le traitement et les violations de droits humains du gouvernement dominicain par rapport aux sans-papiers haïtiens. Donc, comme vous le savez depuis lors, la tendance populaire en Haïti ne cadre pas avec la politique hégémonique des Dominicains. Donc, je crois que le gouvernement devra faire beaucoup d'interventions, un gouvernement déjà impopulaire, parce que le taux de popularité du président de facto est probablement à 2-3% dans le pays. Donc, ce qui peut aussi créer l'instabilité politique s'il ne gère pas bien l'aide externe et l'organisation des élections. Bon, alors justement, j'allais en venir. Les élections, elles ont été reportées parce que c'était pour être organisées le 9 octobre dernier. Elles ont été reportées. La force des choses a fait qu'on n'ait pas pu avoir ces élections parce que bon, le cyclone est arrivé, etc., l'ouragan. Il y a des gens qui pensent que les gens qui sont au gouvernement sont heureux de cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour la suite des choses, Stanley? Des élections, on parle du 30 octobre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut regarder la chose? Bon, il y a deux aspects qu'il faut regarder, l'aspect légal et constitutionnel et l'aspect technique. Au niveau légal et constitutionnel, c'est une obligation constitutionnelle. La date limite pour l'organisation des élections doit être le 30 octobre prochain. Article 134.2 de la Constitution haïtienne. Et c'est une obligation constitutionnelle. La seconde, c'est l'aspect technique, en considérant l'ouragan Mathieu. Des 1567 bureaux de vote, il y a à peu près 194 qui ont été affectés. Ça veut dire que il y a 12,6% des bureaux de vote, des centres de vote qui ont été affectés par l'ouragan. Donc, le Conseil électoral provisoire, je crois, a déjà donné la garantie qu'il y a moyen de faire les réparations nécessaires pour garantir que les 194 bureaux de vote endommagés, donc non fonctionnels, qui représentent à peu près 12,6% de l'ensemble, ils peuvent être réparés et s'assurer que les élections soient organisées le 30 octobre prochain. Dans le cas où les élections ne sont pas organisées le 30 octobre prochain, les potentiels d'instabilité politique sont énormes et à 95%, il se pourrait que Privert soit obligé de démissionner. Et avec tout ce que ça entraîne en matière d'incertitude et d'instabilité politique. Donc moi, je pense personnellement, lorsqu'on prend en considération les aspects constitutionnels et l'aspect technique, je pense que tout le monde devrait travailler ensemble pour s'assurer que les élections ont effectivement lieu le 30 octobre. D'ailleurs, nous sommes presque une année après le 25 octobre. Il y a le dernier sondage du BRID qui vient de sortir et je l'ai publié sur mon compte Twitter pour ceux qui veulent avoir une copie du dernier sondage du BRID qui a 134 pages et qui donne une idée de l'orientation des électeurs pour les élections présidentielles et sénatoriales.
ils peuvent consulter le rapport complet sur ma page Twitter, @StanleyLucas01 ou bien commercial StanleyLucas01 ou bien sur ma page Facebook avec une main fermée et qui a un drapeau haïtien dessus. Donc, les tendances sont que Jovenel Moïse est premier à 54%, et Jude Célestin est deuxième à 23%, Moïse Jean-Charles est troisième avec 12%, et Maryse Narassis est quatrième avec 7%, et cinquième Jean Ricéan avec 0,7%. Donc, ça veut dire un an après, les données électorales n'ont pas changé. Si les élections étaient organisées aujourd'hui, Jovenel Moïse serait le gagnant dès le premier tour. Alors donc il faut absolument qu'on ait des élections de votre point de vue d'ici le 30 octobre. Et c'est une même au niveau économique, pour négocier avec les institutions financières multilatérales et trouver les moyens nécessaires pour la relance économique et continuer la reconstruction, il faut un gouvernement ayant reçu une légitimité du peuple haïtien. Sans cette légitimité constitutionnelle, un gouvernement de facto comme celui de M. Prévert n'a aucune légitimité pour mener ces négociations. Donc, lorsqu'on considère l'aspect constitutionnel, l'aspect technique et la reconstruction et ce qu'on appelle economic recovery pour les endroits qui ont été affectés par l'ouragan Mathieu, il faut un gouvernement constitutionnel le plus tôt possible. Et pour moi, la bonne date reste le 30 octobre. Le 30 octobre. Maintenant, reste à savoir si le Conseil électoral, qui ne semble pas être aussi indépendant que ça, va... Bon, il semblerait ils sont en train de recevoir d'énormes pressions du gouvernement de facto pour renvoyer les élections en novembre. Et si cela se fait, les risques d'instabilité politique seront présents tout au cours du mois de novembre. Et moi, j'ai un peu peur de ça. Pour la stabilité politique, on a une stabilité politique apparente qui risque de basculer si les élections ne sont pas organisées le 30 octobre. Notre invité, Stanley Lucas, il est spécialiste en développement politique international, spécialiste des questions électorales et de gouvernance. On a été très content de vous parler, Stanley. Toujours avec plaisir. Et puis pour ceux qui veulent continuer la discussion politique, nous sommes sur Twitter, @StanleyLucas01 ou @StanleyLucas01, ou bien ils peuvent nous consulter sur notre page Facebook. J'espère que les auditeurs qui écoutaient l'interview, ils ont appris quelque chose. Et puis, toujours à ta disposition, porte-toi bien. Prends soin de vous. Prenez soin de vous, Stanley Lucas. À la prochaine. À la prochaine.